peu plus long. Ok, alors quand je fais ça, il reste 2 minutes, ça ne veut pas dire paix à Oui, la présentation. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce colloque où je dois avouer que je me sens assez à l'aise parce que je viens moi-même d'un parcours relativement atypique puisque je suis ancien concepteur-rédacteur en agence de publicité, aujourd'hui en 2e année de doctorat à l'Université de Bourgogne et Franche-Comté aujourd'hui. Donc ma recherche doctorale à moi porte sur les relations entre community management et dispositifs algorithmiques, et aujourd'hui j'ai choisi de proposer une réflexion sur cette relation-là dans le cadre de l'économie collaborative. Pour ça, je vais revenir rapidement sur ce que j'entends par community manager et le community management en général, en reprécisant bien, comme tout à l'heure, effectivement, que je privilégie le terme anglophone par raison à la fois de commodité et à la fois de collage au réel de la profession, notamment en France en tout cas. Ensuite, j'essaierai de montrer un petit peu comment cette question-là peut s'appréhender en prenant en compte le cadre technique dans lequel cette professionnalisation s'inscrit. Et finalement, je reviendrai sur les enjeux de professionnalisation qui peuvent en ressortir. Donc, ce que j'entends par community management et community manager en général, je reviens finalement à la double ontologie qui est proposée par Olivier Galibert. Donc, community qui fait à la fois référence à une forme de socialisation primaire et management qui fait référence à une socialisation plutôt secondaire, plutôt de nature instrumentale, ou en tout cas rationalisée. Le community management donc, se définit effectivement par un ensemble de bonnes pratiques, de compétences métiers qui sont consignées dans une littérature experte qui est foisonnante, entre les livres, entre les blogs, on trouve beaucoup de choses sur Internet. Mais je trouve intéressant moi, de rappeler que cette pratique du community management se forme en termes d'éthique professionnelle autour d'une forme d'éthique du lâcher-prise. Armstrong et Hagel parlent de no control, qui a vocation à acter un petit peu l'authenticité des interactions qui sont développées en ligne. Alors je m'explique, effectivement il y a une forme de rationalisation des échanges en ligne par les community managers, mais qui pour autant postulent qu'il y a des dimensions non rationalisables finalement dans les échanges en ligne. Alors ça passe par la reconnaissance de logiques de dons, de logiques de reconnaissance. Effectivement les community managers vont tenter d'encourager la réciprocité des échanges pour développer les dons d'informations au sein des dispositifs, ce qui va accroître plus ou moins le capital symbolique des utilisateurs. Et puis ces échanges sont maintenus par une forme d'éthique de la discussion, on pourrait dire, qui encourage des échanges raisonnables, raisonnés. C'est la netiquette, c'est les chartes de bonne conduite, etc. Mais ce community manager, finalement, il se présente, selon moi en tout cas, comme une activité métier en cours de professionnalisation. Si on reprend les caractéristiques proposées par Florent Champy, effectivement on peut se dire qu'il y a des compétences, des formations qui se développent notamment à l'université. En termes d'unité ou de division en sous-profession, ça reste encore en discussion. On parle de social media manager parfois, on parle parfois de community manager spécialisé sur les questions internes, spécialisé parfois sur les questions territoriales dans les collectivités, mais ça reste en discussion. Et puis une culture professionnelle qui est en cours à mon avis, en cours de constitution. Si bien que finalement le community management, je dis community manager, mais le community management se présente finalement comme une pratique prudentielle, encore une fois au sens de Champy, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mis en œuvre par l'application de savoirs scientifiques mécaniquement. Et cette dimension prudentielle s'actualise paradoxalement, toujours là en suivant Champy, dans une forme de quantophrénie finalement. C'est-à-dire que les community managers vont mobiliser tout un tas d'indicateurs qui sont principalement fournis par les plateformes et les dispositifs qu'ils utilisent, mais parfois qu'ils construisent eux-mêmes. Alors c'est les likes, c'est les taux d'engagement, c'est la portée, etc. Qui peuvent servir effectivement une forme de rationalité managériale, mais qui peuvent être aussi, en tout cas on peut en faire l'hypothèse, le marqueur d'une potentielle lutte pour la reconnaissance des community managers au sein du champ de la communication, à revendiquer une expertise dans la maîtrise de ces métriques, de ces indicateurs qui sont fournis par les plateformes. Ou en tout cas de revendiquer une forme
particulière de profession en ce qu'ils savent mobiliser ces indicateurs-là. Ils savent les comprendre, les interpréter, etc. Ça, on l'étudie dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle le projet Empowerment 2.0, qui s'attache à saisir un petit peu les relations entre le web social et la transition socio-écologique. Alors j'ai mis là un petit exemple de verbatim qui atteste un petit peu de cette quantophrénie. Là c'est la community manager d'une collectivité territoriale qui travaille dans un service de tri et de prévention et qui nous dit, du coup on fait la campagne Like si tu tries pour faire savoir les gestes, les bons gestes de tri aux habitants. Maintenant, le passage à l'acte derrière, on ne connaît pas forcément hyper bien. J'avais envie, finalement, dans cette communication, de croiser cette quantophrénie propre, qui me semble propre, en tout cas, au métier de community manager, avec cet appel à la vigilance qui avait été dressé dans un des cahiers du Réciproque, si je me souviens bien, par Alexandre Coutan et Jean-Claude Demanget, qui nous disait de prêter attention au phénomène d'automatisation des métiers qui touchent à la communication dans le cadre du numérique. Dès lors, la question qu'on cherche à se poser nous de notre côté, c'est comment s'actualise finalement ce processus de professionnalisation des community managers en cours dans un contexte où la gestion des interactions peut être partiellement ou totalement automatisée, et pour ça j'ai choisi de prendre le cas des plateformes de l'économie collaborative. Cette économie collaborative, elle se présente finalement comme une massification des pratiques de crowdsourcing dans des secteurs qui sont initialement étrangers à son influence. Dans le cadre de Airbnb, par exemple, on va demander à des utilisateurs de mettre en ligne la disponibilité d'un appartement. Je ne rentrerai pas ici sur le débat entre économie collaborative, économie du partage, etc. Je considère l'économie collaborative comme un idéologème qui est pris finalement entre différents idéaux, un idéal de dépassement du capitalisme dans une forme de solutionnisme technique. Alors là, j'en vois Bowen, Rifkin dans cette perspective-là. Un idéal finalement un petit peu de la disruption portée par la culture start-up californienne, et puis un idéal, en tout cas une forme de critique sociale qui est proposée par les tenants du digital labor et qui présente cette économie collaborative, ou en tout cas certaines de ces plateformes les plus prédatrices, comme des formes d'exploitation du travail des usagers fondées sur des algorithmes d'appariement qui flexibilisent la chaîne logistique. Pour comprendre comment s'institue ce processus de professionnalisation des community managers dans ce contexte-là, je propose de revenir rapidement sur comment est-ce qu'on peut les comprendre, ces plateformes-là de l'économie collaborative, sur un plan organisationnel. Là-dessus, je me réfère notamment à Cléo Colomb, qui nous invitait en 2015 à acter les conséquences d'un processus de grammatisation numérique. Grammatisation, c'est un concept de linguistique, je ne reviendrai pas dessus là, ce qu'on n'a pas le temps, mais globalement, ce qu'il faut en retenir dans le numérique, c'est que ce processus entraîne une discrétisation de toute réalité en les rendant manipulables, en les constituant en tant que données, et finalement c'est par la mise en données de chacune de ces réalités que la médiation externe d'un algorithme peut manipuler ces objets, ce qui, au sens de Lefmanovitch, rend les médias programmables. Donc dans quelle mesure finalement une pratique telle que le community management peut-elle elle-même être grammatisée, s'effacer finalement devant cette délégation machinique de nos relations, comme le propose entre autres la médiologie, ou en tout cas ses tenants contemporains. Là-dessus, on peut suivre notamment en communication organisationnelle Olivier Sarroui, qui nous propose d'interpréter les dispositifs de l'économie collaborative comme des dispositifs algorithmiques qui s'efforcent de redistribuer les chaînes des concepteurs au devant des acteurs de telle sorte à les soustraire de toute coordination, de toute nécessité à l'intériorisation préalable d'une représentation partagée, d'un plan d'action. On serait sur une forme, finalement, je le dis un peu vulgairement là, mais d'effondrement du social. Les utilisateurs n'ont plus besoin finalement de socialisation, de forme d'apprentissage pour se coordonner dans l'action. Pourquoi ? Parce que cette coordination dans l'action serait assurée par des objets types, des opérateurs de mise en forme, comme on les a sur les plateformes, les likes, toutes sortes de boutons que vous avez en ligne qui permettent d'assurer la coordination sans intersubjectivité entre les participants. Mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que ces objectifs qui sont censés organiser l'interaction sans les utilisateurs sont soumis évidemment à des logiques sociales qui peuvent les dépasser. Alors par exemple, on peut remarquer que oui, les plateformes de l'économie collaborative s'insèrent dans une forme de fabrique de l'authenticité par finalement l'approche post-capitaliste qu'elles entendent mettre en scène.
Là, j'ai mis un exemple ici. On n'est pas dans la cybernétique totale, par exemple sur Blablacar, on a bien des champs ouverts où les utilisateurs sont invités à raconter un petit peu les détails de leur voyage et invités à écrire comme bon leur semble. Et puis, évidemment, ces champs ouverts invitent les plateformes, les mettent face à une forme de libération des subjectivités dont parle Cardon dans le cadre du web social, c'est-à-dire que ces champs peuvent être sujets à des trolls, à des injures, à toutes sortes de logiques sociales qu'on retrouve en ligne. Et puis, autre chose, surtout, ces plateformes sont soumises malgré tout à un univers extrêmement concurrentiel et finalement un triple impératif gestionnaire pour survivre. Elles doivent proposer une somme d'interaction possible, conséquente, suffisante, donc c'est-à-dire générer des dons, aller les chercher à l'extérieur et les faire rentrer dans le dispositif. Elles doivent redistribuer les dons de manière personnalisée, ça c'est le rôle de l'algorithme, mettre en relation quelqu'un qui offre un appartement et quelqu'un qui en propose un, et puis elles doivent garantir finalement par une forme d'éthique de la transparence l'effectivité de ces actifs, c'est-à-dire ce que vous achetez en ligne correspond bien à un appartement à Montréal. Donc finalement, la question se pose, comment est-ce que ces plateformes arrivent à s'arroger la fidélité des utilisateurs dans un contexte où les usages peuvent potentiellement neutraliser l'efficacité des dispositifs algorithmiques. Pour ça, je renvoie à la proposition des 3 cohérences du dispositif technique proposé par Bachimon. Donc on a un dispositif technique qui effectivement peut être entrevu en sous 3 formes de point de vue, une cohérence interne. Là, c'est toute la recherche finalement en mathématiques, en logique qui a abouti aux sciences de l'informatique. Une cohérence concrète, là c'est le rôle de l'ingénieur qui va tenter de faire finalement rentrer ce dispositif technique dans le réel de son organisation. Et puis une cohérence externe qui est nécessaire pour médier finalement le dispositif algorithmique avec le monde des usages, le monde social. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ça ne peut pas être le rôle du community manager aujourd'hui d'assurer cette médiation socio-technique entre le dispositif et le monde, un monde des usages qui est plutôt finalement fuyant. Et ça peut se faire notamment à travers les dispositifs socio-numériques qui sont proposés parallèlement aux plateformes. Là, je pense par exemple à la page Facebook de Airbnb ou de Uber. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quelques éléments empiriques pour terminer sur cette médiation socio-technique que peuvent assurer les community managers vis-à-vis du dispositif algorithmique. On peut les entrevoir de différentes manières. Le community manager peut avoir vocation finalement à raisonner l'utilisateur au dispositif algorithmique, c'est-à-dire qu'il va finalement tenter de manipuler, c'est une perspective très manipulatoire de la communication, mais tenter de manipuler les utilisateurs pour faire rentrer leurs usages dans le dispositif algorithmique afin de produire des données propres, on va dire. Là, c'est par exemple le cas du community manager de Uber qui invite les utilisateurs à s'entre-noter. Mais ces dispositifs algorithmiques ne sont pas uniquement une forme d'arraisonnement, enfin, ces dispositifs socio-numériques ne peuvent pas être réduits à une forme d'arraisonnement de l'utilisateur. Ils ouvrent également à la critique du dispositif. Là, j'ai repris par exemple la page Facebook de Uber, où on a une discussion qui s'engage entre les utilisateurs sur la qualité. Non, là, c'est Blablacar qui annonçait qu'ils allaient afficher le pourcentage qu'ils prennent sur les courses. Blablacar Amigo Express au Canada. Et les utilisateurs se mettent à discuter de la validité finalement de cette nouvelle norme technique, interactionnelle, à la commenter. Donc on peut finalement se demander si ces dispositifs socio-numériques n'ouvrent pas finalement une forme d'espace public partiel. Là je reprends en Floris, c'est discutable, ou à minima des micro-zones d'autonomie temporaire. Là je reprends Boltanski là-dessus, qui sont finalement émancipatoires, ou qui peuvent être considérés dans une perspective de communication émancipatoire, puisque les utilisateurs vont par la raison, par une forme d'éthique de la discussion, discuter le dispositif algorithmique. Et puis dernière chose, là je terminerai là-dessus, troisième logique qu'on a pu commencer à identifier dans le cadre de ce programme de recherche, c'est finalement que le community management peut aussi être menacé par les dynamiques de grammatisation et d'automatisation. Là on le voit par exemple dans le cadre de la plateforme de covoiturage Blablacar, où l'utilisateur est invité à signer une charte de bonne conduite pour avoir le statut de conducteur vérifié. Est-ce qu'on ne peut pas y voir là la forme d'éthique de la discussion, une forme de étiquette, une forme de charte de bonne conduite qui est mise en données, qui est grammatisée, et pour garantir
la transparence des échanges, mais sans pour autant passer par la médiation d'un community manager. De même, est-ce qu'on ne peut pas voir face aux limites du community management en étant trop éloigné, la page Facebook est trop éloignée finalement du dispositif algorithmique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir une attraction de la gestion des en tout cas de la discussion entre les utilisateurs vers le dispositif algorithmique, comme on peut l'avoir là sur le Dakar, où la plateforme a intégré un chat communautaire qui est entièrement géré par les utilisateurs, où il n'y a pas de community manager, où on retombe finalement sur les enjeux du digital labor qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, donc si je devais conclure, je dirais que finalement cette problématisation du community management ou des trajectoires de professionnalisation des community managers dans le cadre de l'économie collaborative relève effectivement d'une dynamique professionnelle atypique. C'est une invitation finalement que je fais à comprendre les dynamiques professionnelles du community management vis-à-vis des dispositifs algorithmiques peut-être plus généralement. Les questions qui se posent en termes de professionnalisation, ça peut être finalement comment les community managers actualisent ce processus de professionnalisation dans un contexte de socialisation algorithmique. Est-ce qu'ils cèdent totalement à l'arraisonnement des utilisateurs au dispositif? Ou est-ce qu'on ne peut pas voir ici finalement dans ce frottement-là une forme d'affirmation du statut spécifique du community manager qui est certes là pour rationaliser de manière managériale les usages, mais qui est aussi là pour reconnaître finalement l'incompressibilité des relations vécues en ligne. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ces dispositifs algorithmiques ne font que relever finalement la spécificité du community manager qui n'est ni totalement manager, ni totalement ancré dans le communautarisme électronique. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Et finalement, notre dernière intervenante, Sandrine, est-ce que ta présentation, tes interventions, d'accord?